Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de notre émission Inventons le monde de demain. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui passionne le monde entier, mais qui est aussi un sujet d'angoisse et de débat. Il s'agit de l'intelligence artificielle, et plus précisément, nous allons chercher à savoir comment l'intelligence artificielle engendre-t-elle des modifications sur notre société. C'est un sujet extrêmement vaste, c'est pourquoi nous nous sommes volontairement limités à quelques grands thèmes qui nous semblent intéressants à aborder. Car l'avènement de l'intelligence artificielle provoque de grands bouleversements et fait souvent débat. Nous commencerons cette émission en parlant des enjeux de l'intelligence artificielle et son impact sur l'économie, plus précisément sur l'emploi. Puis nous ferons un focus sur l'intelligence artificielle dans le secteur militaire, où son rôle est controversé. Et enfin nous conclurons sur le domaine de la santé, où l'arrivée de l'intelligence artificielle constitue un vent d'espoir pour la prise en charge de certaines maladies. Mais tout d'abord, nous allons tenter d'expliquer le plus simplement possible ce qu'est l'intelligence artificielle. Pour cela, nous recevons notre premier invité, Eric Riano, mathématicien, chercheur et spécialiste de l'intelligence artificielle. Bonsoir Monsieur Riano, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui. Bonsoir Thomas Saté, c'est une joie d'être parmi vous ce soir. Pour commencer, pourriez-vous essayer de définir le plus simplement possible ce qu'est l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle est la science dont le but est de faire exécuter par une machine des tâches que l'homme accomplit normalement en utilisant son intelligence. En 1950, Alan Turing crée le test de Turing. C'est la première fois que l'on se pose la question de savoir si les machines peuvent penser. C'est une proposition de test d'intelligence artificielle fondée sur la faculté d'une machine à imiter la conversation humaine. Le terme Artificial Intelligence va apparaître pour la première fois en 1956. Avec John McCarthy dans un programme scientifique américain intitulé Logic Theories. Ce programme cherchait délibérément à imiter le processus de décision humain. D'après la définition du Larousse, l'intelligence artificielle est simplement, je cite, l'ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Mais étant donné que l'intelligence artificielle est en constante évolution, il est difficile de l'encadrer dans une définition précise. Merci Eric Riano pour ces explications très claires. Mais pour aller plus loin, peut-on identifier plusieurs intelligences artificielles ? Parce qu'on parle souvent d'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle dite forte. Que pouvez-vous nous en dire exactement ? Effectivement, il existe deux types d'intelligence artificielle. Commençons par l'intelligence artificielle faible. Elle ne pense pas, elle exécute seulement la tâche qui lui a été demandée d'accomplir. Par opposition, on évoque l'intelligence artificielle forte, lorsqu'elle est capable d'apprendre de ses erreurs, de ses expériences passées pour modifier son propre fonctionnement. Elle doit notamment avoir une conscience de soi, pour comprendre ce qui l'incite à faire telle ou telle action. La frontière n'est pas forcément facile à définir, j'imagine. Et on a parfois l'impression d'être figurant dans un film de science-fiction. Alors Terminator, c'est une fausse menace ? C'est vrai que certaines promesses semblent directement sorties d'un film de science-fiction. Mais je ne pense pas que les machines vont déclarer la guerre aux hommes, comme dans le film Terminator. Pourtant, il est vrai que l'intelligence artificielle est déjà bien présente dans la plupart des secteurs d'activité. La santé, la défense, les transports, l'énergie, la finance, le commerce ou encore l'administration. Prenons un exemple concret. La voiture autonome en test chez les constructeurs automobiles est capable d'analyser une situation avec un piéton, des panneaux de signalisation ou une limitation de vitesse. Elle est ensuite capable de prendre une décision toute seule, s'arrêter ou freiner par exemple. Uber Car, avec sa voiture qui se conduit toute seule, en est un excellent exemple. Et on parle beaucoup de la synthèse vocale. Tout ce que nos téléspectateurs ont grâce à l'iPhone, le fameux Siri. C'est exactement ça. La société Amazon vient d'investir dans une machine d'assistance pour la maison qui interagit avec son utilisateur. Cette machine est commercialisée sous le nom d'Alexa. Cette machine, au départ, ses fonctionnalités sont simples. Commande vocale pour l'écoute de musique, recherche sur internet et achat sur Amazon.com. Puis Amazon l'ouvre aux services tiers, contrôle de la smart home par exemple, thermostat à éclairage, écoute de musique ou de la radio, commande d'une pizza ou d'une course Uber. Au total, Alexa possède aujourd'hui plus de 25 000 compétences différentes aux États-Unis. Tout ceci semble idyllique, mais n'y a-t-il pas des répercussions majeures pour notre société ? Les plus pessimistes ou anxiogènes parlent de destruction massive d'emplois, de perte de compétitivité pour les pays en retard sur le développement de l'intelligence artificielle.
Ce qui est certain, c'est que les Français portent un intérêt mêlé d'excitation et de crainte pour l'emploi. Selon l'enquête IFOP réalisée en septembre 2017, auprès d'un échantillon représentatif de 1007 personnes, 64% des personnes déclarent que le développement de l'IA les inquiète car selon eux, elle rendra les entreprises plus performantes mais au détriment des emplois. Pour en parler, accueillons M. Paul Didier. Paul Didier, bonjour, vous êtes économiste au Collège de France et spécialiste de l'intelligence artificielle. Première question, comment pensez-vous que l'intelligence artificielle va modifier économiquement notre société? Bonjour Monsieur Saté. Effectivement, l'intelligence artificielle risque de bouleverser sérieusement notre société, mais les perspectives sont très positives, même pour le marché de l'emploi. Tout d'abord, une étude réalisée par le cabinet PwC estime que l'intelligence artificielle va contribuer à augmenter le PIB mondial de 15 700 milliards de dollars d'ici 2030. Cette création de richesse serait partagée de la façon suivante. Le PIB de la Chine augmenterait de 26%, celui des États-Unis de 14% et celui de l'Europe du Nord de 10%. De plus, l'impact de technologies basées sur l'intelligence artificielle devrait augmenter l'efficacité du travail, de près de 40% dans certains pays, comme les États-Unis. Mais cela n'augmentera que de 20% en France. On voit bien les conséquences qu'un retard de l'intelligence artificielle pourrait avoir sur l'économie d'un pays. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'intelligence artificielle est une priorité du gouvernement Macron. C'est plutôt une bonne nouvelle et on a presque envie de dire qu'il était temps, quand on voit l'avancée de certains pays. Mais quels sont les secteurs concernés exactement? Sur 8 secteurs analysés, les premiers impactés seraient la santé, avec une amélioration du diagnostic, l'automobile, avec l'avènement des voitures intelligentes, et la finance, et plus particulièrement la détection des fraudes et lutte contre le blanchiment d'argent. C'est effectivement considérable au niveau économique, mais quel serait l'impact dans notre vie quotidienne, notamment du point de vue de l'emploi? Tout le monde s'accorde à dire que l'intelligence artificielle va changer fondamentalement la nature du travail. J'ai lu qu'en 2013, des chercheurs d'Oxford estimaient que 47% des emplois américains étaient menacés. 3 ans plus tard, l'OCDE affirmait par contre que cela ne concernerait que 8% des emplois dans les 35 pays membres. Qui dit vrai? En réalité, les études s'intéressent juste au phénomène de destruction brute des emplois, car des emplois vont disparaître, mais le progrès technologique va en créer d'autres. Les métiers qui nécessitent le moins de relations humaines, d'humain à humain, sont les plus exposés à une robotisation prochaine de leurs tâches. L'intelligence artificielle nous dépasse déjà sur des sujets techniques, des activités répétitives et manuelles qui ne nécessitent pas d'analyse ou de créativité. Là où l'humain et sa compréhension jouent un rôle essentiel, les robots sont purement et simplement disqualifiés. Prenons l'exemple des secrétaires juridiques, des employés de banque ou encore des standardistes. Leur tâche est facilement réalisable par des robots déjà créés aujourd'hui. BBC News se risque à imaginer que 95,2% des traders vont disparaître et seront remplacés par des robots, ainsi que 61,2% des chauffeurs de bus en France. Selon le Conseil d'orientation pour l'emploi, seuls 10% des postes seraient menacés de disparition, mais la moitié des métiers pourraient être automatisés à hauteur de plus de 50% des tâches. Est-ce que de nouveaux métiers vont surgir? Les métiers qui nécessitent de la créativité, par exemple les artistes, les concepteurs et ingénieurs, ont un avantage significatif face à l'automatisation. L'homme sait à la fois créer, imaginer et innover, ce que ne sait pas encore faire l'intelligence artificielle. Les métiers basés sur la manipulation et l'exploitation des données, tels que les innovateurs, managers, développeurs informatiques, sont les métiers du futur. Pensez à le dire à vos enfants. Alors, pour résumer, même si d'après une étude de la prestigieuse université d'Oxford sur plus de 800 métiers, il est prévu que dans 10 à 20 ans, les robots prendront la moitié des emplois actuels. Ces métiers seront vraisemblablement remplacés par des nouveaux métiers qui n'existent pas encore. Comme vous pouvez voir, tout n'est pas blanc ou noir. Merci Eric Didier. Effectivement, nous allons devoir réinventer le monde professionnel. On a bien compris qu'un emploi transformé ou redéfini ne veut pas dire un emploi menacé. D'ailleurs, récemment, l'entreprise Cognizant Technology Solutions Corp affirmait que l'intelligence artificielle pourrait créer 21 millions d'emplois à l'échelle planétaire. Environ 85% des emplois de 2030 seront des emplois dans des domaines qui n'existent pas encore aujourd'hui. 65% des étudiants actuels occuperont un emploi qui n'existe pas. Il va falloir être visionnaire. Pour faire une synthèse, bien entendu, l'intelligence artificielle est un formidable progrès, même s'il a clairement 2 positionnements. Les anxiogènes, qui alertent sur les dangers de l'intelligence artificielle et sur la nécessité de réguler certains domaines. Les porte-drapeaux de ce mouvement sont entre
Stephen Hawking, Elon Musk ou Bill Gates. Ils œuvrent pour une intelligence artificielle, je cite, pour le bien du monde. Ceux qui se veulent rassurants, comme le mathématicien Cédric Villani, affirment que l'enjeu n'est pas la compétition entre deux intelligences, mais au contraire leur association. L'objectif de demain est que l'intelligence humaine puisse être complétée par l'intelligence artificielle. Rentrons maintenant davantage dans le vif du sujet en faisant un focus sur l'intelligence artificielle à travers deux domaines majeurs, l'armée et la santé. Nos invités aborderont évidemment les formidables progrès que nous offre l'intelligence artificielle, mais dans ces deux domaines, mais également les menaces qui en découlent, les polémiques, les problèmes éthiques. Devons-nous y voir un progrès ou finalement un asservissement de l'homme ? Devons-nous réfléchir à un droit international ? Faut-il arrêter la recherche dans certains domaines pour éviter des catastrophes mondiales et prévenir la cybercriminalité ? Toutes ces questions seront abordées avec nos invités juste après une courte pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour dans Inventons le monde de demain, pour notre grande émission sur l'intelligence artificielle. Nous allons maintenant aborder notre premier sujet, l'intelligence artificielle dans le secteur de la défense. Pour cela, nous recevons le général Lambert, chef d'état-major des armées, et M. Louis Poupel, directeur de la DGSE. Le gouvernement vient d'annoncer que la France allait doter son armée d'une agence de l'innovation de défense, dont le but sera de développer les armes du futur. Général Lambert, que pensez-vous de cette décision ? L'objectif de cette agence de l'innovation de défense n'est évidemment pas de créer des robots tueurs, mais de délester les soldats des tâches les plus fastidieuses ou des missions dangereuses. La place des humains dans l'intelligence artificielle doit rester centrale. Nous voulons absolument conserver l'humain au cœur de la décision. C'est très clair, mon général, mais pouvez-vous nous dire quelle sera l'éthique de cette guerre 2.0 ? La France est très précise sur ce point. Les systèmes respecteront les conventions internationales sur le droit de la guerre. L'homme sera à tout moment dans la boucle. Je vous rappelle les principales règles de cette convention internationale. Tout d'abord, les soldats qui ont déposé les armes ou les combattants capturés ont droit au respect de leur vie et de leur intégrité morale et physique. Mais surtout, et c'est le point qui nous intéresse, les partis à conflit armé et les membres de leurs forces armées n'ont pas un choix illimité de méthodes et de moyens de guerre. Cela devrait rassurer un peu nos téléspectateurs, car il est vrai qu'en août dernier, les sociétés Tesla et DeepMind avaient tiré la sonnette d'alarme grâce au progrès de l'intelligence artificielle. Plusieurs grands spécialistes de l'intelligence artificielle, dont Stephen Hawking, écrivaient, je cite, « Les armes autonomes menacent de devenir la troisième révolution dans la guerre. Une fois développées, elles permettront des conflits armés à une échelle beaucoup plus grande que jamais et à des vitesses trop rapides pour la compréhension humaine. » En décembre, c'est une vidéo présentée à l'ONU que vous allez découvrir dans quelques instants et qui est terrifiante, qui alertait du danger des slaughterbots, les robots massacreurs. Tout ceci n'est pas très rassurant dans le contexte actuel. Can you hear me? Oliver, can you hear me? Listen to me. I can hear it. I can hear it, Mom. It's close. Monsieur Louis Poupel, je rappelle que vous travaillez à la DGSE. Dans le contexte avec une menace terroriste au maximum, pensez-vous que cette vidéo soit le reflet d'un futur qui pourrait devenir réalité ? Des spécialistes comme Elon Musk pensent qu'il faudrait retarder au maximum l'avènement de l'intelligence artificielle militaire pour éviter l'arrivée de ces robots tueurs et se retrouver dans une situation
comme celle représentée dans le film que vous venez de voir. D'autres, comme le Pentagone et la Silicon Valley, continuent de développer des outils main dans la main pour mieux épier l'ennemi. Par exemple, Google aide le Pentagone à analyser ses vidéos de drones militaires à travers l'intelligence artificielle dans le cadre du projet Maven. Programme pour développer l'intelligence artificielle afin d'équiper les drones de reconnaissance. Programme d'ailleurs très controversé au sein de l'entreprise qui a vu des dizaines de cadres démissionner car ils considéraient que Google ne devrait pas s'impliquer dans des technologies militaires. Personnellement, je pense que le développement de l'intelligence artificielle est indispensable, mais il doit être bien évidemment très encadré. Oui, mais de quoi a-t-on peur finalement? Concrètement, on a peur des armes autonomes. Plus communément appelés robots tueurs, il s'agirait de drones, de tanks, d'avions ou de robots humanoïdes qui pourraient décider de manière autonome d'ôter la vie. Comme les robots sentinelles mis au point par la firme Samsung, déployés dans la zone limitrophe des deux Corées par la Corée du Sud pour repérer les mouvements, identifier la cible et, selon le danger, alerter grâce à une arme sonore et en cas échéant, tirer des balles en caoutchouc ou à balles réelles avec ou sans intervention humaine. L'objectif de Samsung SGR-A1 serait d'épargner des vies humaines en cas de conflit sur la zone frontalière. Pour l'heure, le robot n'est qu'un prototype, et il ne serait pas capable à ce jour de faire la différence entre un allié et un ennemi, ce qui est un vrai problème quand on sait que le robot est armé jusqu'aux dents. Le problème est que personne ne sait si aujourd'hui un pays comme la Corée du Nord, par exemple, n'a pas mis au point un robot similaire au Samsung et qui, lui, ne serait plus au stade de prototype. Quelle est la différence avec les drones actuels pilotés par des hommes ou les missiles téléguidés? En réalité, ce ne serait plus l'humain qui appuierait sur le bouton pour ôter la vie, mais une machine, un programme basé sur un algorithme sophistiqué, intelligent, capable de déterminer qui doit mourir ou non. C'est tout de même assez effrayant de pouvoir imaginer qu'une machine aura droit de vie ou de mort sur nous. Qu'en pensez-vous, Général Lambert? Heureusement, la technologie n'est pas encore totalement aboutie, même s'il existe déjà au stade de prototype. Comme nous l'avons vu précédemment, la communauté internationale est extrêmement vigilante, et d'ailleurs, des discussions sont en cours à l'ONU. Face à la menace des robots tueurs, un collectif de plus d'1 millier de personnes, parmi lesquelles Elon Musk ou Stephen Hawking, avait appelé en 2015 à l'interdiction de telles armes. Ils écrivaient, je cite, « Les enjeux sont importants, les armes autonomes ont été décrites comme la troisième révolution dans la technique de guerre, après la poudre à canon et les armes nucléaires. » Donc, effectivement, on n'est pas encore totalement prêt, mais les avancées technologiques nous permettront dans un avenir plus ou moins proche d'arriver à ce genre de technologie, sans aucun problème. Général Lambert, peut-on voir des éléments positifs dans le développement de l'intelligence artificielle? Oui, et aujourd'hui, heureusement, il y a plus d'avantages de points positifs que négatifs. Tout d'abord, les armes autonomes pourraient remplacer les hommes sur le champ de bataille et ainsi diminuer les pertes humaines. De plus, ces armes permettent également d'aller déminer des terrains entiers sans risquer de pertes humaines. Cela permet d'aller dans les zones devenues inaccessibles à la suite de catastrophes naturelles, comme un tremblement de terre ou des inondations. On pourra distribuer des vivres, du matériel de premier secours ou de nourriture aux populations civiles coincées dans des zones de conflit. L'intelligence artificielle est là pour compléter l'armée et la rendre plus puissante. Les ordres seront toujours donnés par les humains et les robots programmés par ce dernier. En aucun cas, et j'insiste, le robot ne prendra de décision seul. L'homme sera toujours derrière la machine. Donc oui, l'intelligence artificielle comporte énormément des points positifs. Et bien utilisée, elle peut sauver des vies et améliorer des conditions de vie de populations sinistrées. Merci beaucoup pour ces explications. Et d'ailleurs, j'ajoute une dernière avancée très positive dans la reconnaissance des visages. La SNCF, peu après les attentats de 2015, a annoncé qu'elle expérimentait des technologies de détection des comportements suspects à partir de caméras de surveillance en se fondant sur des critères comme le changement de température corporelle, le haussement de la voix ou le caractère saccadé des gestes qui peuvent montrer une certaine anxiété. Couplé à des technologies de reconnaissance faciale, ce type de système pourrait permettre de détecter en direct une personne touchée S abandonnant un colis suspect. Cela dit, le système est encore loin de fonctionner à la perfection et le risque d'erreur reste important. Parlons justement des terroristes. Jean Poupel, pensez-vous qu'une nouvelle forme de terrorisme puisse surgir grâce à l'intelligence artificielle? Les terroristes n'ont pas attendu les robots pour passer à l'acte. Maintenant, il est vrai qu'avec de telles armes, ces opérations pourraient être plus faciles et moins chères. Cela étant, nous faisons face aujourd'hui à ce que l'on appelle un terrorisme low cost,
c'est-à-dire qu'un illuminé à l'aide d'une Kalachnikov ou d'une arme blanche arrive au nom de Dieu à tuer des dizaines de personnes en un temps record. C'est une attaque à petit budget impossible à détecter. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, le terroriste meurt au cours de l'assaut, ce qui ne serait évidemment pas le cas si un drone menait l'attaque. Seul, comme nous l'avons vu dans la vidéo de l'ONU. Mais n'oublions pas non plus que mourir comme combattant au nom du djihad permet d'accéder au royaume de Dieu. Cela fait partie de la mission donnée par Allah. En réalité, les vrais gagnants dans cette robotisation seront non pas les terroristes sur le terrain, mais les hackers qui pourront accéder à des informations confidentielles et contrôler des machines de guerre à distance. Que pourrait-on faire pour se prémunir au maximum des risques que nous encourons? Restez extrêmement vigilants. Appliquer la conscience de soi, la morale et son application au domaine robotique et informatique. Travailler avec toute la communauté internationale. Doit-on créer un droit international de l'intelligence artificielle? Doit-on doter cette machine surpuissante d'une morale? Pour éviter ces problèmes d'éthique, il faut mettre en place des règles, c'est indéniable. L'écrivain de science-fiction Isaac Asimov avait proposé dès les années 40 les 3 lois à implanter pour régir toute l'intelligence artificielle. 1. Le robot ne peut pas blesser un être humain, il ne peut pas permettre à un être humain d'accéder aux armes. 2. Un robot doit obéir aux ordres donnés par des êtres humains, sauf quand de tels ordres seraient en conflit avec la loi précédente. 3. Un robot doit protéger sa propre existence tant qu'une telle protection n'est pas en conflit avec les 2 lois précédentes. On peut dire qu'Isaac Asimov était visionnaire. Effectivement, car depuis quelques années, le domaine de l'intelligence artificielle a fait de tels progrès qu'il est nécessaire de poser des réglementations et des limites très strictes. Il existe 4 principes de base pour l'instauration des systèmes d'intelligence artificielle. Il faut s'assurer que le système autonome respecte les droits humains. Il n'est pas question par exemple qu'un système fasse des choix sur la dignité humaine ou sur les libertés individuelles. 2. Il faut connaître les limites et les responsabilités du système. Des normes doivent être mises en place afin de comprendre comment le système a pris telle ou telle décision. 3. Il faut réduire le risque que le système autonome puisse être utilisé à mauvais escient et détourné par des personnes avec de mauvaises intentions. Un exemple récent, Tai, un assistant virtuel sur Twitter, a été rapidement détourné par des petits malins pour lui faire dire des atrocités nazies et racistes. Merci à nos 2 invités pour ce débat passionnant. On comprend que le sujet n'est pas simple et qu'il faut rester vigilant sans céder à la dramatisation. Nous allons maintenant aborder notre 2e sujet, l'intelligence artificielle au service de la santé. Et pour cela, nous allons accueillir 2 nouveaux invités. Le docteur Benoît Rigaud, cancérologue, et Paul Cavaillot, chercheur chez Microsoft. Ma première question s'adresse au docteur Rigaud. Docteur, pourriez-vous faire un point sur l'avancée des progrès de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé? Bonjour Monsieur Saté. La santé a été citée comme un des principaux domaines du développement de l'intelligence artificielle par le gouvernement français. Les applications sont porteuses de bénéfices majeurs et ont plusieurs objectifs. Le premier, combattre la mort et la maladie. Le deuxième, détecter les maladies avec des examens précoces. Enfin, le troisième, accompagner le patient pour ajuster éventuellement son traitement. Emmanuel Macron a récemment annoncé la création d'un hub de données de santé. Quels sont les enjeux de demain en matière de santé? Le vrai enjeu de demain n'est pas d'aller vite, mais d'aller bien. Cependant, il est difficile de faire un résumé des applications, tant elles sont nombreuses et variées. Mais l'idée est d'offrir aux patients des outils leur donnant accès à des solutions pour mieux gérer leur santé. Pourriez-vous nous donner un exemple précis, Paul Cavaillot? Par exemple, les chatbots, appelés aussi outils conversationnels, et le big data permettent à l'utilisateur d'obtenir des réponses aux questions qu'il se pose 24 heures sur 24. La plupart de ces outils sont développés via des applications ou via Facebook. Au grand congrès de cancérologie de l'ASCO à Chicago, le Dr Bach, professeur au Centre du cancer de l'Université de Caroline du Nord, a présenté une application qui permet aux malades du cancer d'informer leur médecin sur leur état pendant la durée de leur traitement. Au bout de plusieurs années, les malades de cancer du poumon, du sein et de la prostate qui avaient utilisé cette application ont vécu 5 mois de plus en moyenne. Ce gain peut paraître modeste, mais il est très significatif pour des maladies aussi graves. Autre programme, STAR, pour Symptom Tracking and Reporting, il permet d'évaluer la manière dont les patients tolèrent les effets secondaires parfois sévères, comme les nausées, la fatigue liée à la chimiothérapie. Le but initial de l'étude n'était-il pas d'améliorer la qualité de vie des patients? Les médecins ont eu la bonne surprise de constater 10 ans
après le début de l'étude des malades en 2007, qu'il y avait un gain très net pour leur espérance de vie. Cette application américaine qui améliore et facilite la communication entre le patient et son médecin est toujours expérimentale et il n'est malheureusement pas prévu qu'elle soit directement commercialisée. Mais la primeur reviendra peut-être à l'application française, MoveCare, qui avait été présentée l'année dernière au congrès de l'ASCO. L'essai clinique qu'il avait mené prouvait l'amélioration des chances de survie pour des patients qui venaient d'avoir un cancer du poumon en étant capables de détecter plus tôt leur rechute. L'algorithme développé par SmokeShake permettrait aussi de détecter les cancers chez les fumeurs, avec le suivi d'une vingtaine de symptômes caractéristiques de la maladie, comme la toux persistante, la perte de poids. Cette application devrait être opérationnelle cet été. Enfin, il existe aussi des applications ancrées davantage dans le quotidien des patients, comme la plateforme iCure et sa technologie de vérification visuelle. Le médecin peut savoir de manière exacte les conditions dans lesquelles le patient a pris ou non son traitement. Et des exemples comme cela, il y en a une multitude. Est-ce qu'à terme, cela veut dire que le personnel de santé va disparaître, docteur Rigaud? Bien au contraire. Ces applications sont loin de remplacer l'humain. Elles sont une aide au jour le jour, car nous manquons de personnel de santé. Cela va permettre d'alléger leurs tâches et de dégager du temps pour mieux soigner leurs patients. On a parlé de la guerre 2.0, on parle maintenant du Google 3.0 du cancer. Que pouvez-vous nous en dire, monsieur Cavell? Au niveau du diagnostic, il est vrai que l'intelligence artificielle a un impact énorme. Impossible de ne pas citer Watson, programme d'IBM, qui a pour objectif de proposer le meilleur traitement selon l'historique médical du patient. Cependant, ce n'est pas aussi simple, car le programme doit compiler plus de 700 000 articles par an, qui malheureusement ne sont pas toujours justes, et la machine n'est pas capable de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne vaut rien. D'autre part, les protocoles et les traitements ne sont pas les mêmes selon les pays. Difficile une fois encore pour la machine de faire le tri. On peut donc aujourd'hui affirmer que l'IA n'est pas encore totalement mûre sur la détection des cancers. Cependant, plusieurs analystes sont d'accord pour dire que l'IA confirmera davantage son potentiel dans l'imagerie médicale. Des initiatives ont déjà démontré des avancées prometteuses. Et qu'en est-il des maladies autres que le cancer? Car on parle beaucoup de prévention, Paul Cavallo. Là aussi, il y a beaucoup d'avancées. Une équipe de Britanniques a récemment mis au point une intelligence artificielle capable de prédire les risques d'attaque cardiaque sur la base de l'analyse des dossiers des patients. Le projet El-Picto permet aux patients souffrant de pathologies telles que l'autisme ou Alzheimer d'entrer en contact avec leur entourage. La start-up suédoise Optolexia a mis au point un outil pour détecter la dyslexie par l'analyse du mouvement optique lorsque le patient lit un texte sur l'écran. C'est une avancée essentielle quand on sait que les chances de guérir sont bien plus importantes lorsque la maladie est diagnostiquée tôt. Je terminerai par Emma, la montre qui bloque les tremblements liés à Parkinson, développée par Microsoft. Cette montre utilise des moteurs à vibration qui envoient des contre-signaux, détournant l'attention du cerveau et libérant ainsi les membres de ces tremblements. Et des exemples comme cela, il y en a des centaines d'autres. Je répète, c'est un formidable espoir pour nous tous. Et l'éthique dans tout cela, car les machines vont avoir accès à des données très confidentielles et très personnelles. Aujourd'hui, si un médecin souhaite exploiter des données d'un patient dans un cadre autre que celui d'origine, il doit lui demander une autorisation écrite. Cette approche est incompatible avec le Big Data, qui nécessite d'avoir immédiatement une masse de données la plus grande possible. On n'a pas le temps de demander au patient son autorisation pour chaque nouveau projet. La loi est très clairement en retard sur l'éthique et le Big Data. Nous sommes donc face à un dilemme difficile à résoudre, car la défense de la vie privée va à l'encontre de la recherche. C'est aujourd'hui la grande question que pose l'intelligence artificielle. Merci à tous nos invités. Grâce à eux, nous en savons beaucoup plus sur ce sujet passionnant. Chers téléspectateurs, notre émission se termine. J'espère que nos invités vous ont permis de mieux appréhender l'intelligence artificielle. Comme vous l'avez compris, l'IA est tellement vaste qu'il nous était impossible de parler de tous les secteurs impactés. Il nous a semblé opportun d'aborder la défense et la santé, car non seulement ce sont des secteurs fortement impactés par l'intelligence artificielle, mais aussi car l'IA y fait débat et impose une véritable réflexion sur l'éthique. D'une manière générale, le développement scientifique et technologique sera utile à l'homme tant qu'il contribuera au progrès de l'humanité, à son bien-être et non pas à sa destruction. Pour terminer, citons Paulo Coelho, célèbre écrivain brésilien. Lorsque quelque chose évolue, tout ce qui est autour évolue. Alors tenons-nous prêts.